Bonsoir, bienvenue au Théâtre du Nord pour une rencontre un peu exceptionnelle. Je suis avec Olivier Joyard, que vous connaissez bien, qui est journaliste aux Inrecuptibles. Et c'est une soirée que nous avons fait, une rencontre qui nous a été proposée dans le cadre d'une carte blanche confiée au festival Sœurs Jumelles, créé par Julie Gaillet à Rochefort. Et je crois que Julie est dans la salle et je vous demande de l'applaudir. Elle est là. Qui a eu la très belle idée d'associer cinéma et musique ou série et musique dans ce nouveau festival à Rochefort. Et c'est vrai que la musique est une composante essentielle dans nos métiers du cinéma ou de la série. Alors aujourd'hui, c'est un grand privilège parce qu'on accueille un des artistes-compositeurs les plus fascinants de sa génération. Et c'est avec moi Olivier Joyard qui va du coup mener cette rencontre. Et je vais un petit peu dire ce qu'il a pu faire. Alors il a gagné effectivement des Emmy, des BAFTA, mais depuis 2012, il a signé des partitions de séries devenues iconiques pour leur identité sonore, et pas que, comme Utopia, Black Mirror ou le phénomène White Lotus. C'est pas mal quand même, hein ? Et son talent s'exprime au cinéma également, du succès surprise Smile au récent thriller Baby Girl de Nicole Kidman. Donc, il nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui. Et on s'est dit, Olivier, que juste avant de l'accueillir, on allait peut-être faire une petite surprise au public lillois. C'est une surprise, disons, un petit plaisir peut-être, juste pour se mettre un peu dans l'ambiance, parce qu'il y a un côté boîte de nuit dans la musique de Cristobal, et pas seulement, mais alors, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais donc, et juste après, on va vous faire ça, et juste après, il sera là pour faire une vraie rencontre musicale. Il montrera tous ses talents et ce sera présenté par Julie Gaillet. Donc, la petite surprise boîte de nuit. Wow, c'est quand même magnifique. Et sur cette introduction musicale, merci de réserver le meilleur accueil à Cristobal Tapia Devers. Salut. Ça va ? Est-ce que tu l'aimes encore un petit peu, cette musique ? Non. Non, ok, je comprends. Je comprends. Parce qu'en fait, ton travail, évidemment, dépasse de loin ce morceau qui est quand même devenu iconique, on peut le dire. Hein. Oui, je crois que des fois, on commence à entendre qu'est-ce que les gens entendent. Et ça c'est cool pendant un moment. Parce que quand on travaille tout seul, j'ai aucune idée si ça c'est bon ou pas en fait. Quand j'ai fait cette chanson, j'ai l'impression que c'était très mauvais en fait. Et la première journée, je croyais que c'était génial. Je dansais, je tripais. Et le deuxième jour, j'ai commencé à penser à la production et tout ça, et tout ce qu'il fallait que je fasse pour améliorer. Ah oui. Il y avait des sons que je n'aimais pas trop et tout ça. Et finalement, j'ai décidé que ce n'était pas bon et je ne l'ai pas envoyé. Et ça m'a pris au moins 2 mois, je crois, où je me suis dit, bon, je vais juste leur envoyer ça, voir qu'est-ce qu'ils disent. Et ils étaient super contents et tout ça. Donc, juste pour dire jusqu'à quel point on n'a pas idée qu'est-ce que ça donne, ou si c'est bon ou pas, et tout ça. Donc, par après, c'est génial de se rendre compte que les gens connectent et donc d'entendre qu'est-ce qu'eux entendent en fait. Et après ça, à un moment donné, je suis fatigué de l'entendre. Donc, ouais, mais c'est devenu un tube de boîte de nuit aussi, il me semble. Ce qui est quand même rare pour les chansons. En fait, les chansons ou les airs iconiques dans les séries, il y en a eu pas mal, mais aussi iconiques que celui-là, à part peut-être le thème de Twin Peaks d'Angelo Badalamenti, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, ouais. Ouais. Je suis un grand fan de Twin Peaks. Ça.
Et en même temps, ton travail se résume évidemment pas du tout à ce morceau. C'est presque pour l'évacuer, en fait, dont on a parlé au début. On reviendra sur The White Lotus tout à l'heure, parce que ça me paraît quand même majeur, parce qu'il y a, il y a eu, tu as travaillé sur les trois saisons, donc c'est pas rien. Mais sur ta bio, Instagram, parce qu'évidemment maintenant on regarde avant tout comment les gens se présentent, et c'est marqué réfugié politique. C'est pas marqué musicien, c'est ça. Est-ce que c'est ça ta première identité? Je crois, oui. En faisant des événements comme ça où des gens, des fois, me posent des questions, des compositeurs me demandent comment je fais un son, comment ça marche et tout ça. Souvent, je reviens au fait que ta musique, c'est toi, en fait. Et c'est vraiment dur à expliquer parce que je peux te dire, j'ai fait un truc avec Live, avec des plugins, et ça donne ça et tout. Mais c'est très en surface, en fait. C'est ce que tu vois dans un YouTube ou quelqu'un qui t'explique comment tu fais de la musique de film et tu fais ça, plus ça, plus ça, et ça donne ça. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ce qui est vraiment particulier à chaque compositeur, c'est la vie, c'est qu'est-ce qu'ils ont, leur vécu. Dans mon cas, je mets ça, réfugié politique, parce que, disons, quand il faut que j'interprète des personnages dans une série, par exemple, ma vision personnelle, ce que je vois chez eux, c'est la même chose que si je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. Je vais porter attention à des détails sur cette personne-là. Et on est tous complètement différents à ce qu'on lit, tout ce que la personne ne nous dit pas. Et moi, je me concentre sur ça, en fait. Donc, quand je lis, la richesse d'un livre, c'est qu'on lit entre les lignes. Et donc, je m'attarde beaucoup à des détails qui sont peut-être pas là. Et j'essaie de comprendre des choses, j'ai des sensations d'une personne et tout ça. Et pour moi, la musique, c'est beaucoup ça. C'est amener une dimension qui aurait, par exemple, dans un livre et qui ne se retrouve pas dans un film parce que pour des raisons de longueur, on n'a pas le temps de tout passer l'information et tout ça. Donc, bon. Et disons que grandir dans une dictature, bah, ça me faisait voir les choses d'une certaine façon, que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, Parce qu'on peut dire que tu es né en 1973 au Chili. En plein coup d'État. C'est ça. Juste après l'assassinat de Salvatore Allende et l'arrivée du général Pinochet. Et ma mère, elle courait dans les bombes. Ça bounce comme ça. Et je me suis dit, c'est là que ça vient les percussions, on se disait. Donc, il y a un côté, en Amérique latine, je crois, on fait beaucoup de blagues très obscures, que si je postais ça sur Twitter aujourd'hui, je me ferais canceller, tu vois. Ah. C'est juste que quand tu viens d'un pays comme ça, il y a un mode de survie. Ça t'aide à supporter, en fait, certains trucs. Et donc, tu commences à rire des trucs horribles, quoi, qui arrivent autour de toi. Et c'est une façon de, je ne sais pas comment on dit en français, de coper. Oui, de supporter, de supporter ce qui se passe. Oui, voilà, donc c'est une survie, quoi. On fait des blagues comme ça. Et donc, la musique, c'est la même chose. Souvent, ma musique est pas mal obscure, mais elle est pas mal drôle aussi. C'est un peu comme le clown dans la série. Ouais. Mais en même temps, c'est très... ça te montre quelque chose, des détails très sordides sur les gens. Dans mon cas, j'ai choisi beaucoup des séries ou des films très... des sujets obscurs, des gens compliqués, des choses comme ça. C'est plus intéressant pour moi de faire la musique là-dessus. Et donc, la musique a ce rôle-là aussi d'amener le côté obscur des gens et tout ça. Donc, voilà. Et on voit à ton accent que tu n'as pas seulement vécu au Chili, parce que alors, tu es allé en France un petit peu, c'est ça? Tu as passé... jusqu'à 15 ans. Après ça, je suis allé au Canada, et Canada, c'est français-anglais. Donc, c'est un gros mélange. L'accent québécois. Ouais.
Donc ta famille entière a pu s'installer, donc tu as été un Euh, réfugié, un immigré. Juste ma mère. Mon père habite à Paris depuis les années 70. D'accord, Ouais. ok. Et comment est-ce que la musique, là-dedans, dans cette vie un peu compliquée, géographiquement compliquée, émotionnellement un peu compliquée, comment est-ce qu'elle a pu arriver? Est-ce que tu es d'une famille de musiciens ou pas du tout? Tout le monde est plus ou moins musicien, j'ai l'impression, en Amérique du Sud, parce que la chanson populaire, c'est des trucs. Si tu as un oncle qui arrive à la maison, il y a toujours une guitare pour quelqu'un qui veut prendre une guitare et commencer à chanter des trucs et tout ça. Donc, c'est présent. Il y avait un piano. Personne n'était professionnel de ça. Je n'ai pas appris vraiment un côté professionnel comme ça. Mais disons que c'est très présent. Et je me suis intéressé de plus en plus à la musique et j'ai commencé à faire mes trucs, mes percussions, mes batteries avec des poubelles, des boîtes en carton, n'importe quoi. Et je commençais à faire des démos avec un Ghetto Blaster avec cassette. Ouais. Et je commençais à trouver des trucs, quoi, des productions, en fait, comment faire des effets avec une cassette et tout ça. Donc, le tout m'intéressait pas que jouer un instrument, mais de composer, quoi, de mettre des trucs ensemble, en fait. Ouais. Et le cinéma là-dedans, est-ce que le cinéma et les séries, c'était... Je crois que j'ai lu que tu avais vu L'Exorciste à 8 ans ou à 9 ans. Oui, Bon. oui. Ma grand-mère, ben, j'habitais dans une grande maison avec beaucoup de gens, plusieurs générations, des arrière-grands-parents, mes grands-parents, ma mère, toutes sortes de gens. Et j'étais un peu laissé à moi-même dans le sens que tout le monde n'était pas trop concentré à me contrôler. Ils m'ont averti de ne pas regarder L'Exorciste, mais ils ne m'ont pas empêché de le regarder. Donc, je l'ai regardé et je ne pouvais pas dormir pendant 2 semaines et tout ça. Donc, j'étais vraiment choqué Je peux et tout. comprendre, ouais. Mais c'est ça, depuis ce temps-là, je continue à le regarder. C'est un fétiche. Ouais, ouais. Mais Puis voilà. la musique a un thème quand même très célèbre dans L'Exorciste de Michael Ouais. Field. Et après, ensuite, comment est-ce que tu as commencé à faire de la musique un métier, quoi? Parce que je ne pense pas qu'on rêve enfant, enfin je peux me tromper, mais on rêve plutôt d'être rockstar, popstar ou compositeur, plutôt que de devenir compositeur de musique de film. Je ne sais pas, mais peut-être que c'était ton cas. Non, en fait, quand je suis arrivé au Canada, j'ai fait le conservatoire. Ouais. Parce que ma mère s'est dit que c'était la meilleure chose, quelque chose de sérieux et tout ça. Mais je l'ai fait parce que, bon, c'est apprendre la bonne technique et tout. Mais j'ai jamais pensé à devenir un musicien, disons, dans une symphonie et tout ça. Malgré que C'est des percussions? c'est une des meilleures expériences de vie, d'avoir joué avec des orchestres et tout ça. C'est encore mieux que d'être assis là et regarder un orchestre. Être sur le stage avec l'orchestre, c'est vraiment incroyable. Par contre, c'est pas une vie pour moi. C'est du 9 à 5. C'est très carré, quoi. Donc, je voulais pas me fatiguer de la musique classique parce que j'adore la musique classique. Et j'avais des bandes, j'avais des groupes de rock, de jazz, de n'importe quoi. Ouais. Donc, j'ai vécu ce monde-là aussi. J'étais en tournée dans le bus avec des artistes, les tour boss, même ici en France, Oui. partout en Europe et tout ça. Et C'était avec ton groupe, là, One Ton, c'est ça? avec d'autres gens, en fait, D'accord. on est venu en Europe. Ça, c'était plutôt Amérique du Nord. Et disons que le film, la série, c'est un accident. C'est un directeur qui est arrivé au Canada, un Britannique, pour y filmer quelques scènes pour un truc qui faisait un projet britannique. Et puis, il cherchait quelqu'un pas catholique, disons, je ne sais pas comment dire, Bizarre, étrange. pas professionnel dans ce monde-là, disons. Il ne voulait pas la musique de film qui sonne comme la musique de film. Il cherchait quelque chose, juste une perspective différente. Il a entendu quelque chose que j'ai fait, il m'a appelé. Ah oui. Et il a vraiment pris une chance. Il s'est dit, ah, peut-être lui, il peut faire ce job-là. Et
qui est un truc qui arrive plus, je crois. C'était une chance C'était Mark énorme. Monden, c'était lui? Hein? C'était Mark Mark. Monden, ouais, qui a fait Utopia, en fait. D'accord. Parce que justement, Utopia, c'est parce que c'est pas ton premier projet, mais c'est le projet qui t'a vraiment mis sur le devant de la scène. C'était le deuxième. Ouais. Donc, on a fait The Crimson Petal and the White, qui était une mini-série britannique, mais c'est une série d'époque. Donc, j'avais plus ou moins le droit de faire des folies, disons. Il fallait respecter les costumes et tout ça. Ouais. Mais c'était quand même différent. Mais c'était mon premier essai et j'ai pas pris les risques que j'ai pris dans Utopia. Disons, si j'avais fait que ça, je suis pas sûr que j'aurais une carrière aujourd'hui. Donc, l'année d'après, je suis revenu à Londres. Et c'était tellement bizarre de faire Utopia. J'ai pris tellement de chances que, en fait, disons que si demain c'est lundi, ça allait commencer ça allait jouer, en fait, un lundi, je me souviens. Et le dimanche, moi, j'étais en catastrophe. Je pensais que ça allait être complètement... que j'allais me faire massacrer par la critique et tout ça, parce que je sentais que c'était bizarre. Il y a un truc qui était comme vraiment différent et tout, et j'avais l'impression que ça pourrait être mal pris, pas compris et tout ça. Mais ça fait de l'opposé. Donc, c'est à cause que j'ai fait ça que les gens m'appellent jusqu'à ce jour pour faire quelque chose de différent pour leur projet, disons. Donc, c'est vrai que c'était une série marquante, très, 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 assez fascinante aussi dans la façon, dans sa texture. À tous les niveaux, les ouais. couleurs. Les gens s'en parlaient beaucoup dans l'industrie. Même à Hollywood, on commençait à s'en parler. Il y a David Fincher qui voulait faire un remake et tout ça. Parce que ça a marqué beaucoup de gens, malgré que ce n'est pas un truc, disons, pop, que c'était partout sur la planète comme Game of Thrones ou quelque chose comme ça. C'est plus un genre de culte. Ouais. Et on va d'ailleurs regarder un petit extrait. C'est le début d'un épisode. Donc, il y a à la fois ta musique qui accompagne les premières scènes et un générique. Et puis ensuite, dans l'épisode, ils mettent le résumé de l'épisode précédent. Et là, il y a une autre musique que tu as aussi composée, qui est plus le thème de la série. Donc, on va regarder ces quelques minutes de Utopia. Comment ça se passe le travail sur ce... Donc, c'était ta première série, deuxième série. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Parce que je pense que c'est un métier finalement que tu exerces qui n'est pas si connu que ça. Tu travailles sur les images, tu travailles sur les scénarios, tu travailles sur... comment ça se passe exactement? Dans ce cas ici, j'ai reçu le scénario je dirais le plus important, c'est la communication avec le directeur. Dans ce cas ici, c'était quelqu'un de très excentrique. Oui. Qui m'a permis de faire beaucoup de trucs. Mais un autre côté, c'est que lui était très respecté aussi. Il avait déjà gagné plein de BAFTAs et tout ça. Et donc, ça prend un peu ces deux choses-là parce que si moi, je passe du bon temps avec lui à faire des folies et tout ça, les producteurs peuvent arriver après et dire non, ça ne marche pas. Et on peut être à 2 jours du mix et ils peuvent complètement tout bloquer. C'est-à-dire il faut tout refaire, ça ne marche pas du tout et tout. Donc, dans ce cas ici, lui, il pouvait gérer ça et se faire respecter, disons, et on fait ce qu'on veut, en fait. Et quand je lui envoie des trucs, je lui envoie des choix de musique, j'ai appris, parce que lui, il va me dire, vas-y avec ça. Et le truc le plus excentrique, c'était toujours ça son choix. Et donc, j'ai appris la direction, disons, de ce projet-là et la direction en général pour le reste, pour tout ce que j'ai fait par après. Ça m'a beaucoup donné une direction, disons, dans la vie même, ce directeur-là. Donc, c'est vraiment un mentor. Donc, par exemple, il y avait une scène qu'on a vue avec quelqu'un avec les yeux rouges, là. Ouais. Lui, il s'est fait torturer dans cette scène. Et après ça, il s'est fait arracher un œil. Ils lui mettent de l'eau. La série est horrible. Hein, ils mettent de l'eau de Javel dans les yeux, du sel, tout ça, et des trucs pas possibles. Et c'est vraiment horrible, quoi. Et plus, c'est une longue scène de torture.
Et le tortureur lui explique tout ce qu'il va lui faire. Mais il est très stylish, tu vois. Il est habillé, les couleurs et tout. Ça a l'air d'un... En tout cas. Donc, ça me donne beaucoup d'idées au niveau de la musique. Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans cette scène, après, c'est lui qui est torturé. Il arrive à se défaire une main et il prend un pistolet. Et le tortureur, il se lève, les deux se lèvent, mais lui, il ne voit plus. Il s'est fait arracher les yeux et tout ça. Donc, il bouge comme ça avec son pistolet. Et l'autre, il bouge pour pas qu'il le shoot, disons. Et tout ça, ça a l'air d'une danse. Et j'ai commencé à mettre du rythme, parce qu'il y avait un certain rythme dans cette scène. Et donc, je suis allé avec un truc qui est presque comme la musique brésilienne et tout ça, et plutôt drôle, en fait. Donc, c'est exactement ce que tu ne mets pas sur une scène comme ça. Normalement, si tu es un compositeur, tu reçois des choses comme ça. Ouais. Tu fais l'attention et tout ça, musique sérieuse et tout. Et donc, j'ai fait ça et le directeur, il vient chez moi, où j'étais installé à Londres, et je lui montre ça. Et j'attendais rien. J'ai l'impression que ça marcherait pas, en fait, surtout. Mais moi, j'aimais bien, en fait. Et lui s'est assis, il commence à regarder ça. Et puis il commence à bouger comme ça. Il regarde la scène de torture, mais en même temps, il est comme ah. Et puis il me regarde. Yeah. Donc, disons, on est toujours sur une ligne comme ça, que ça pourrait tomber du mauvais côté. Ouais. Mais c'est une chance que tu décides de prendre cette chance ou pas. Et je trouve que si tu la prends, tu peux aller beaucoup plus loin. Mais je trouve que ça vaut la peine parce que tu fais un truc qui pourrait les gens pourraient te virer carrément. Parce que ça ne marche pas du tout, tu ne peux pas faire ça. Donc peut-être qu'il t'aurait viré s'il avait vu la vidéo qu'on va regarder maintenant. Il y en a deux. On va regarder des vidéos de ton travail, un peu comment et de ton look de l'époque aussi. Bon, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on aimerait bien savoir. Moi, la corne, je n'ai pas trop reconnu. Donc, le dernier, c'est une crotte de rhinocéros que j'ai amenée du Zimbabwe. OK. Dans tes valises, comme ça, tu t'es dit, c'est ça que je veux. J'en avais amené des girafes aussi, mais ils sont vraiment petits comme ça, étrangement. Mais celui-là, il sonnait bien. Je l'ai amené avec moi à Londres. Donc, ça, c'était où j'ai enregistré à Londres. L'autre avant, c'est un instrument chilien, Sud-Amérique, disons Argentine, Chili, Tultruca. Et là, je suis dans le métro à Londres. Et je n'avais pas un système de son ou quelque chose pour enregistrer. Ça, c'est le son de la caméra. Je voulais enregistrer le son et le son du métro. Donc ça, j'ai utilisé dans la série parce que je pouvais en tirer des effets intéressants et tout. Et donc, d'un côté, il y a disons que quand tu regardes ça, tu dis n'importe qui peut faire une série. En fait, tu t'enregistres n'importe quoi et tu le mets comme tu veux. Et rendu là, c'est vrai que tu n'as pas besoin de faire le conservatoire ou rien du tout, en fait. Tu as juste besoin d'un instant parce que n'importe qui à qui tu demandes une opinion, tu arrêtes quelqu'un dans la rue, tu lui montres une scène que tu es en train de travailler, ils vont avoir une opinion, ils comprennent la scène ou pas, ils sentent quelque chose ou pas. Et donc, si tu peux sentir quelque chose, tu peux prendre une décision. Je prends un son que j'ai dans mon téléphone et j'ai l'impression que c'est cool sur cette scène et voilà. Donc, mais il faut avoir le bon instinct. Donc, dans mon cas, j'ai amené pas mal de trucs à Londres, comme cette crotte de rhinocéros et des os humains qui était plus compliqué à faire passer aux douanes et tout comme ça. Ouais. Mais j'en parlerai après parce qu'il y en a une autre vidéo là-dessus. D'accord. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que c'est? C'est juste un truc émotif, en fait. Une connexion avec, disons, les os, c'est des trucs que j'ai ramenés du Chili. Ça veut dire quelque chose pour moi. Il y a une certaine... tiens, un musicien qui a une guitare des années 50 qui est super rare et tout ça, il ne va pas jouer de la même façon qu'avec une guitare made in Taiwan, tu vois, que tu achètes au... Donc ça, c'est la même chose avec ces trucs-là. Donc il y a une certaine force dans ces trucs-là que j'ai ramenés d'autres pays et tout. Je me sentais comme protégé. J'avais des trucs à utiliser là-bas qui étaient inspirants pour moi. Donc,
quand je frappe sur la corde des rhinocéros, je peux le faire là-dessus et je pourrais avoir le même résultat. Mais ça, c'est penser un peu trop mathématiquement. Ouais. Disons, j'aurais probablement pas fait ça si j'avais pas eu cet instrument-là. Donc, c'est assez complexe, les trucs émotionnels, la connexion avec les outils qu'on utilise et tout ça. Donc, c'est des images, en fait, pour moi, d'utiliser ces trucs-là. D'accord. Donc, est-ce que tu pars toujours des percussions, du rythme ou d'abord de la mélodie Souvent la mélodie. Disons, si je prends l'exemple des voix dans White Lotus, ça là. Ça, c'est des voix que j'ai depuis très longtemps. J'ai pas fait ça, en fait, pour le White Lotus. C'est tout que j'ai fait, je sais pas, c'était 2015, un truc comme ça. Je travaillais avec Kanye West et j'avais fait... Kanye West, bonne époque, quoi. Bonne époque, oui, près Chapeau Rouge. Ok. Et d'ailleurs, c'est 2 mois après que je suis, 2 mois après que je suis rentré chez moi, quand j'étais chez lui, il est apparu avec Ok. avec son chapeau rouge et tout ça. Donc, en tout cas, et c'est quelqu'un de très intéressant en fait, malgré tout ce qui se passe. Peut-être pas aujourd'hui, en fait, j'irai pas le voir aujourd'hui, mais disons dans le temps. Parce qu'il te met dans une situation où il faut que tu penses un peu plus. Donc, il faut que je lui donne quelque chose d'intéressant. Je suis avec lui, je connais ce qu'il fait. J'étais un fan de ses albums avant et tout ça. Donc, je dois faire quelque chose qui va le surprendre. Lui, c'est comme un roi. Et lui a tout vu. Il peut travailler avec n'importe qui sur la planète. Il a l'argent, il a tout, tu vois. Donc, et ces trucs-là, c'est sorti un peu à cause de ça. Ces voix-là, je les ai faites sur une musique de lui, en fait. Qu'il lui a jamais entendu, en fait. J'ai fait ça à l'hôtel. J'avais un laptop. Et tout d'un coup, j'ai travaillé avec ces voix-là. C'est une femme que je connais, une chanteuse, que je lui ai demandé carrément de me faire une note. Et cette note, c'est... Donc, si je te joue l'original, c'est que ça. Donc, j'ai mis ça dans l'ordinateur et j'ai joué la mélodie et tout ça. Et je trouvais que c'était tellement un truc important. Et j'avais une sensation que ça pourrait devenir un truc important. Et je ne lui ai pas donné, en fait. Je l'ai gardé pour moi. Meilleure chose à faire. Et ça a pris quelques années. Rétrospectivement, c'était une très bonne idée. Oui, je crois, oui. Parce que d'abord, lui, c'est quelqu'un qui ne te donne même pas de crédit. Souvent, il est connu pour ça. Donc, voilà. Et là, c'était l'occasion de se présenter avec White Lotus. C'était le bon moment pour sortir ces voix qui étaient un peu tribales, un peu comme des animaux, mais en mettant une mélodie. Il y avait un truc très fort. Donc, la musique était presque pas importante pour moi. C'était juste d'avoir cette mélodie, ces voix-là. J'aurais pu faire n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est ça qui fait les trucs. Donc, on va revenir sur White Lotus dans quelques minutes, mais je voulais quand même te poser une question sur, tu parlais de Kanye West. Est-ce que dans les compositeurs contemporains ou les compositrices, il y a des gens qui peuvent être des inspirations ou des admirations que tu as, notamment dans la musique de film? Est-ce que, je sais pas, Mika Levy, par exemple, qui a fait les films de Jonathan Glazer, est-ce que ça peut être... Récemment, oui, Mika Levy, ouais. c'est pas mal dans le top pour moi parce que c'est très radical ce qu'elle fait. Et ça m'impressionne toujours au point où je me demande comment elle a fait pour passer cette idée et que les gens ont accepté ça dans la production et c'est là, tu vois. Donc j'apprécie beaucoup ça parce que dans le monde, c'est très conservatif, ce monde ici. Qui ne sait pas du tout comme être dans une bande de punk et tout ça. Et ça me manque un peu. Donc, quand je vois quelqu'un comme ça qui prend des risques et fait un truc pas possible, ça m'inspire beaucoup. Et donc, voilà. Elle a fait un soundtrack. Il y a un film qui s'appelle Monos. J'ai acheté le soundtrack avant de voir le film parce que je suis trop fan. Et j'ai écouté le soundtrack et une track, c'est tout. Après ça, track 2, et c'est une bouteille, et il n'y a rien, tu vois. Et c'est tellement radical. Quand tu regardes le film, ça marche parfaitement.
c'est juste tu peux pas presque pas l'écouter comme ça parce que c'était extrêmement minimaliste et à gauche et tout ce que tu veux. Ouais. Mais c'est impressionnant ce que ça fait avec les images. Elle peut mettre un trance synthétiseur, tu vois, des raves dans la jungle. Ce film est dans la jungle, dans les montagnes. Et pour une raison étrange, ça marche, tu vois. Et ça m'impressionne beaucoup. Ouais. Et dans l'histoire de, je sais pas, je crois que Morricone t'aime beaucoup aussi. Ennio Ben, Morricone. Morricone, c'est depuis que j'étais petit, il y avait des vinyles chez moi et j'avais aucune idée, en fait, de ses films ou quoi que ce soit. Sa musique, ça m'impressionne parce que bah, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui sortent des haut-parleurs. Tout d'un coup, Ouais. c'est plus que de la musique, en fait. C'est un truc presque interactif. Et ça me faisait rire, c'est chaleureux, c'est beau. C'est juste génial, Ennio. Et justement, je me demandais ce que toi tu recherches dans une musique, parce que en fait, on parlait de ça tout à l'heure. Même à Sérimania, il y a eu très très peu de. On parle pas beaucoup des compositeurs de musique de série, alors même que c'est un élément de plus en plus central, en tout cas dans le côté ritournel, c'est-à-dire quelque chose qui reste avec nous pendant des années. C'est extrêmement important. Toi, comment est-ce que tu considères le rôle de la musique? Je pense que c'est tout sauf une illustration des images pour toi. Est-ce que ça doit être une autre histoire à côté de l'histoire? Comment est-ce que tu vois ça? Oui, je pense que c'est ajouter une dimension qui manque, en fait. Je trouve qu'exagérer quelque chose que je vois et quelque chose qui m'est déjà expliqué dans le dialogue, je ne comprends pas pourquoi, en fait, faire ça. En fait, une musique qui fait ça, des fois, ça me fait arrêter un truc et je ne peux plus le regarder. Donc, c'est dangereux, en fait, la musique. Ce qui est déjà là, c'est là. Je n'ai pas besoin de plus. La musique, ça me dit, comme on parlait, entre les lignes, quelque chose peut-être temporellement plus large par rapport à ce personnage, où il s'en va, d'où il vient, des trucs comme ça. Tu peux dire ça avec la musique. Et ça, c'est très dur à dire dans une scène avec le dialogue et tout. Ça se fait, mais c'est-à-dire que, encore une fois, ça passe très vite. Un film, ça passe très vite. C'est pas comme un livre. Tu n'as pas le temps de mijoter, de lire vraiment, de rentrer là-dedans. Donc, il faut aider un peu ce qui se passe pour que ce soit plus comme un livre, une expérience de lire, en fait. Et tu travailles à la fois pour les séries et pour le cinéma. Est-ce que l'approche est très différente du... L'approche, c'est la même pour le premier épisode d'une série. Donc, les pilotes, on trouve tout pour le restant de la série. Le style, ça dit tout dans quoi on est en train d'embarquer. Donc, je vois ça comme le film. Et après, en fait, je pourrais partir et laisser quelqu'un d'autre le faire. Je ne fais pas ça, mais il y a des directeurs, beaucoup de directeurs, en fait, font que ça. Des directeurs très connus. Ouais. Ils font un épisode et après ça, c'est d'autres Dans directeurs les séries, oui, qui bien sûr. continuent justement pour ça parce que c'est au début que ça se passe. Le reste, c'est du travail, disons. Hmm. Et donc pour toi, c'est quand on fait appel à toi pour le cinéma, ce qui a été de nombreuses fois le cas. D'ailleurs, je vais montrer un extrait d'un film que j'adore, donc je décide de le montrer. C'est Baby Girl, mais voilà, c'est dans quelques minutes, je pense. Mais est-ce que tu peux juste me raconter ton rapport aux images de cinéma? Est-ce qu'il est un tout petit peu différent de celui des images de série? Est-ce que voilà, Non, c'est vraiment, ouais. c'est le projet, c'est l'histoire, ces personnages, D'accord. les gens avec qui je travaille, et c'est toujours extrêmement différent. Donc, je ne pourrais pas faire un lien. Il n'y a pas un système qui peut se reproduire. Et ce film, Baby Girl, il y a carrément deux scores différents. Il y a de la musique classique que Ouais. j'ai faite parce que le personnage principal de Nicole Kidman est quelqu'un de, disons, je voulais la présenter un peu royale au début et tout, parce qu'elle a une vie très organisée et tout, mais sa vie dégénère complètement quand elle rencontre une certaine personne. Ouais. Et là, la musique représente, disons, son changement. Donc, il y a carrément deux musiques complètement différentes. Ouais. Bah, regardons peut-être un extrait de Baby Girl. C'est dans la première partie du film. C'est justement le moment où le personnage va se révéler à lui-même.
Ce que je me demandais, c'est que là, par exemple, les voix de la musique s'accordent à sa respiration au début. C'est-à-dire comment est-ce que tu travailles ça? Est-ce que c'est la réalisatrice Alina Regel qui t'a demandé précisément de faire ça? Ou est-ce qu'au contraire, elle s'est adaptée à ce que tu lui avais proposé? Non, ça c'est une des choses que j'ai proposées quand je commençais à être à bout du rouleau un peu. Parce qu'on a essayé beaucoup de trucs. Et ça, j'ai envoyé ça parce que je trouvais que ça marchait, je le sentais et tout. Et j'ai pas eu de réponse. Ça a pris un bon moment. Et tout d'un coup, il me texte, il me dit, le président de A24, la compagnie, De production, il lui a dit que, voilà, c'est ça la musique. Il dit, c'est exactement ça. C'est ça le personnage, c'est ça qu'on fait et tout. Donc, il nous a vraiment aidé. Dans ce cas ici, lui, quelqu'un de plus exécutif, Ouais. nous a aidé à prendre ces décisions. Parce que moi, j'aimais bien, mais c'est un choix un peu spécial de voir Nicole Kidman. Déjà, de faire le truc qu'elle fait dans ce film, c'était... Parce que donc, elle a une histoire sexuelle, érotique avec un jeune homme de soumission. Oui, et puis, je trouvais qu'avec la musique classique et des trucs comme ça sortait pas, en fait, son caractère. Et elle, c'est quelqu'un de très respectable. C'est le CEO d'une grosse compagnie, très riche et tout ça. Et c'est que là, son personnage, il tombe, quoi. C'est pas la reine propre et tout ça. Tout d'un coup, ça devient très sale, tout ce qui se passe. Et les pas ce qu'on pense et tout. Et c'est très humain, en fait. Donc, je suis content que ça a marché, finalement, on a réussi à mettre ces voix-là et ces respirations, des trucs, des sons d'animaux et tout. Il y a même un endroit où j'ai utilisé carrément un cri qu'elle a fait, qui n'est pas dans le film, mais parce qu'il est dans les roches, on dit. Dans les roches. Et elle est presque tombée, en fait. Elle faisait une scène dehors, elle marchait, et elle est presque tombée, elle a crié. Donc, j'ai fait une loupe avec ça, et j'ai fait de la musique autour de ça et tout. Donc, donc voilà, c'est comme ça que tu travailles. C'est pas de l'improvisation du tout, mais c'est de l'intuition tout le temps sur le... Ouais, c'est de l'improvisation parce qu'on on n'avait pas planifié de finir avec une musique comme ça, en fait. La musique classique, oui, parce que ça fitait avec l'autre partie de son personnage. Mais ça, c'est carrément, ça sort de nulle part. C'était un peu par hasard. Peut-être pas hasard, mais en tout cas. Ouais. Et pourquoi cette obsession pour l'organique, enfin pour les voix, qu'est-ce qui ça te ramène à quelque chose? Il y a des voix à peu près dans toutes les, mais qui sont pas des voix, disons mélodiques au sens classique du terme, ni lyriques. Enfin, elles sont lyriques, mais très contemporaines, très étranges. Tu les retravailles. Ouais, parce qu'il n'y a aucun instrument en fait qui peut créer cette intimité. Disons, il y a des instruments classiques comme le hautbois ou le violon qui peuvent imiter une voix. Et ça peut devenir très, très touchant et tout, mais c'est pas une voix humaine, c'est instantanément, c'est un truc qui est tellement proche de moi en tout cas. Et il y a tellement d'informations dans une note. Quelqu'un qui fait une note et qui n'est pas un chanteur, disons, si tu enregistres ta voix, ce qui va arriver, c'est que le pitch, il descend, c'est pas égal et tout d'un coup, ça craque. Et toute cette information-là, c'est du matériel que je peux utiliser. Si cette note était parfaite, disons, comme on fait en studio, disons, pour la musique pop, où tu mets l'autotune et tout ça, l'autotune qui est génial pour un effet, mais pour la correction, je suis contre ça, en fait. Parce que je vais entendre les erreurs et le pitch qui n'est pas parfait et tout ça, parce que ça me dit quelque chose sur la personne. Un pitch qui est un peu trop aigu, c'est que la personne était peut-être un peu énervée à ce moment-là. C'est comme un drummer qui est en train de jouer et tout d'un coup, il se met à accélérer. C'est une information qui me dit que le band est excité à ce moment-là. Donc, si tu enlèves ces trucs-là, tu es en train d'enlever du matériel carrément qui donne une sensation au public. Donc, c'est juste moins, il y a moins d'émotion. Et avant qu'on termine en parlant quand même de White Lotus un peu plus en profondeur, parce que tu as des choses à nous montrer, je voudrais savoir comment toi tu travailles. Est-ce que
Moi, je crois que tu es installé aux alentours de Montréal. Enfin, est-ce que tu es proche de la nature? Est-ce qu'on imagine quelque chose d'un peu... On ne t'imagine pas trop dans un studio, dans une ville, mais peut-être que je me trompe. Bah, j'ai mon studio dans les montagnes. Et c'est très, tout est très fait maison. Je fais mes meubles moi-même, des racks où je mets des gongs et des trucs comme ça. J'aime bien couper le bois moi-même et tout ça. Donc, ouais, je me sens plus proche en fait de tout ce qu'il y a là, tout le matériel. Donc, ouais. Ouais. Tu as pu te construire ça tout au début de ta carrière ou tu as dû attendre c'était Non, ton rêve je me suis promené beaucoup. J'ai travaillé à plein d'endroits. Et là, ça fait peut-être 5 ans que j'ai acheté cette maison-là. Et avec ce studio-là et tout. Et voilà. Alors, j'aimerais qu'on écoute juste le générique. Là, on a vu et entendu le générique de la saison 2 de White Lotus. Là, j'aimerais qu'on écoute la saison 1 en audio pour essayer d'être un peu attentif et attentive. Et je crois que c'est en entendant la musique, en la voyant au générique, que j'ai compris que ça serait une très bonne série. C'est très étrange. D'habitude, bon, on y fait plus ou moins attention au début, en tout cas. Mais là, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que tu peux quand même nous raconter un petit peu Je crois que j'avais lu d'une conversation avec le créateur et tu lui avais parlé d'une sorte un peu du Hitchcock à Hawaï où je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Pour moi, le seul intérêt, c'était le côté obscur, disons. J'ai amené le Darth Vader dans la série parce que une série américaine, disons, comédique, il y a certains styles musicaux, la musique funky plutôt, en tout cas, et ça ne m'intéressait pas de faire ça. Et j'ai jamais fait un projet comme ça. Donc auparavant, c'était des trucs comme Black Mirror et tout ça. Donc pour moi, c'était un choix un peu spécial de vouloir travailler là-dedans. Donc il fallait que je trouve un intérêt. Et pour moi, pour être intime avec ces personnages-là, il faut que je puisse les critiquer, il faut que je puisse rire d'eux. Et il faut que, voilà, parce qu'il y a des gens horribles dans cette série. Donc il faut que la musique parle de tout ça. Et comment est-ce que Mike White, du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé la création déjà pour cette première saison ou c'est peut-être des choses à nous montrer sur ton... Je pourrais vous montrer tout de suite. En fait, c'est que ce qui arrive souvent pour un compositeur, c'est les gens utilisent la musique temporaire. Ouais. Et dans cette série... souvent est beaucoup plus cher et beaucoup mieux que la musique qui va être... Les gens deviennent attachés à cette musique. Et là, ils cherchent soit que le compositeur commence à copier cette musique. Oui. Et dans ce cas ici, ils m'ont appelé parce que ça, c'est une musique que j'ai faite pour Black Mirror. Donc, dans Black Mirror, ça sonne un peu comme ça. Ça, c'est un peu quelques éléments de ça. Donc ça, dans les scènes où les gens mangent des dîners, disons, dans les White Lotus, c'était ça, c'était cette musique-là. Tranquillement, j'ai commencé à faire des démos pour voir comment m'inspirer de ça, mais faire une musique qui était faite pour le White Lotus. Et donc, il y a des choses qui ont commencé à se rajouter, comme les flûtes. Et ça, c'est des bouteilles. Je crois que c'était des bouteilles de bière. OK. On sent, ouais. Donc là, les tambours, j'ai commencé à extraire les tambours, il y a des flûtes. Donc ça, c'est des flûtes, des grosses flûtes dans lesquelles je fais le son de la flûte, mais je parle en même temps.
Donc, c'était ma voix mélangée avec le son de la flûte. Et donc, avec les percussions et tout ça, à un moment donné, ça devient ça. Donc, il y a des trucs qui ont survécu de la version originale. Donc, ces sons-là, pardon, ça ici. Ça, c'est des bouts de métal. Avec la friction, disons, on peut tirer un certain son d'une plaque de métal. Et donc, ça, c'est la même chose que dans Black Mirror. Donc, dans Black Mirror, c'était ça. Donc, c'est plus ou moins semblable. C'est pas exactement la même chose, mais c'est certains éléments qui ont survécu, disons, dans le White Lotus. Et, au niveau de la percussion, il y a ces congas ici. Et dans le Black Mirror, c'est comme ça. Donc à la fin, on essaie toujours de trouver une façon de donner ce qu'ils ont besoin, parce qu'ils sont habitués à un son, à un truc. Et une fois qu'on a ça, ben, je peux passer à d'autres choses et commencer à amener plus d'idées et tout. Mais dans le cas du White Lotus, il fallait que j'aille chercher un peu une certaine similarité à la musique que j'ai faite pour Black Mirror. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de la voix aussi un petit peu, de cette personne que tu as sollicitée, cette chanteuse? Parce que je trouve ça assez fascinant quand même, la façon dont vous avez donc travaillé le thème? Oui. Ouais, et puis même pour la saison 2 ensuite. Mais c'est un peu comme j'ai dit au début, c'était le truc que j'ai fait avec Kanye West. C'est cette chanteuse Stéphanie Osorio, c'est une Colombienne qui habite à Montréal. Et c'est que ça, en fait. C'est une note qu'elle m'a donnée. Et j'ai travaillé avec ça. Donc, et d'ailleurs, elle est venue avec sa petite fille au studio. Et on s'est dit, bon, on va enregistrer la petite fille aussi. Et donc, ça donne, je crois. Donc, ça, c'est sa fille qui m'a fait. Et tu vois, chaque track, c'est un instrument. Donc, je joue ces notes avec un synthétiseur. Elle a fait A, D, quelque chose comme ça. Donc, c'est carrément parce que ce jour-là, au studio, elle a amené sa fille. Et tu dis, bah, on peut faire quelque chose avec sa fille aussi. Et c'est complètement improvisé. Donc, c'est presque de l'alchimie, quoi, un peu. Ouais. Hein. C'est quand même très fascinant. Et une dernière chose, parce qu'on arrive déjà au terme de cette heure qu'on passe ensemble. Tu as découvert quand même, j'imagine, tu as été très récompensé, plusieurs Emmy Awards pour la musique de White Lotus. Et en même temps aussi, tu as découvert ce que c'est que d'avoir la pression des fans ou des... Parce que chaque fois qu'on change la musique dans une série, je crois que dans la saison 3, les gens voulaient retrouver la saison 2. Enfin, est-ce que toi, tu arrives à te... Après, on sait que tu ne vas pas composer la suite de White Lotus, mais est-ce que toi, tu arrives à te préserver de ces influences extérieures ou du désir des autres, quoi? Bah, je pense que c'est n'importe quel artiste, c'est un truc qu'il faut passer par ce truc-là, parce que tu peux passer 20 ans à faire une série et que tout le monde aime et ça ne change jamais. Et c'est ça ta vie. Mais moi, ça me tuerait faire un truc comme ça. Donc, la seule façon pour moi, parce que j'ai jamais fait plusieurs séries, plusieurs saisons d'une série, pas plus que 2, comme Utopia, c'était le seul. Donc, parce que je ne veux pas une job, en fait. C'est ça, c'est l'idée d'avoir une job qui me tue. Donc, ça prend le changement. Et donc, la survie d'artiste, c'est de proposer un truc différent. Et ça va sûrement choquer les gens qui sont habitués à un truc.
Par contre, c'est la chose la plus, c'est quoi en français, fulfilling? Celle qui te remplit le plus, La chose qui m'a rempli le plus de White Lotus, c'est la saison 3, le thème, ce qui s'est passé avec le thème de la saison 3. Parce que les chocs qu'il y a eu avec un truc différent et le changement que le public a eu pendant des mois où ils ont changé d'idée. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à écrire, à poster que c'était en fait leur thème préféré et même supérieur à l'autre et blabla et tout ça. C'est ce changement qui est le plus intéressant pour moi, de savoir que tu peux faire un truc comme ça. Je sais pas, encore une fois, c'est oser ou pas oser. Je trouve que ce métier, c'est un truc qui, tu prends des chances et je me sens toujours mieux après avoir pris une chance. Si je ne prends pas des chances, j'ai l'impression que je meurs tranquillement, comme ça. Donc ça c'est terrible. Bon, on sera content si tu restes vivant encore Ouais. auprès de nous. Merci beaucoup, Cristobal. Merci. Et je vais demander à Julie Gaillet de venir, qui est directrice du festival Sœurs Jumelles, actrice et productrice, bien sûr. Bravo. Merci Olivier Joyard. Vraiment, quelle belle rencontre. Bravo, merci. C'était assez passionnant. Mais alors, juste un petit mot, le temps qu'on enlève le mobilier, que je vous explique que cet invité qui arrive. Donc, d'abord, je voulais remercier Laurent Sersberg, vraiment pour et Frédéric Lavigne, parce que vraiment, c'est très généreux pour mon petit festival, voilà, Sœurs Jumelles à Rochefort, de me tendre une carte blanche. Et Frédéric Lavigne m'avait parlé de Cristobal Tapia de Verre en me disant s'il y en a un qui a changé la série, c'est lui. Et donc ce festival qui est la rencontre de la musique et de l'image à Rochefort, c'est pas que le cinéma, c'est la série, le jeu vidéo, l'immersif, toutes les images, l'animation. La prochaine série d'ailleurs qui sera présentée l'année qui arrive, c'est Isabelle Coixet avec, et là je vais jamais y arriver, je suis très dyslexique, quelqu'un devrait interdire les dimanches après-midi. Voilà, c'est November Ultra et Nicolas Mantoux qui ont fait la musique et qui seront là et on fait ces rencontres artistiques. Et on aime bien qu'il y ait des lives dans nos rencontres artistiques. Et Cristobal est venu, il nous a fait cette chance et donc de revenir ici à Sérimania. Et il a tout fait. Il est allé voir toutes les autres rencontres, tous les autres concerts. Et il est tombé amoureux de cet artiste que vous allez voir, Raphaël Lanader, elle pour certains, qui a un projet qu'elle porte qui s'appelle Protest Song. La première version, c'était donc a cappella, des chanteuses qui chantent des chansons protestataires. Et Cristobal, comme vous avez compris, il aime les voix. Et il les a regardées. Camélia Jordana, Jeanne Haddad. Il y a le Protest Song 2 qui arrive, où là, Green Chien, qui va l'accompagner, fait partie. Et ils ont décidé, alors c'est moins a cappella, mais c'est magnifique. C'est avec Pomme, Alma Rechtman, Blick Bassi et Thomas de Pourquerie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais lui aussi, c'est un beau barbu bûcheron. Et... Et ils font ce protest song pour SOS Méditerranée. À chaque fois qu'ils chantent, tout est donné voilà, pour l'association. Et moi, j'ai eu cette même révélation, Cristobal, quand j'ai écouté pour la première fois Raphaël Lanader et sa voix si magique. Et donc, on voulait vous offrir ça. Voilà, petit 20 minutes de concert.
fleuve Munzo, je ne me jetterai pas. Il a rougi déjà du sang fier de nos mères. Dans ces eaux, leur amour s'est changé en prière. Je ne trahirai pas ce que murmurent les pierres. Oh, 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 oh. Femme, vie, liberté. Écoute le candide scander le nom de sa Guinée. Entends le temps qui file vers notre liberté. Écoute le candide chanter. Écoute le candide chanter. Sur les terres du Sinjar, aux dunes désertiques, nous avançons en armes comme des Amazones. Et les hommes paniquent dès que nos chants résonnent. Nos rires soleilleux leur font peur, plus que Dieu. Oh, oh, oh. Femme, vie, liberté. Écoute le candide scander le nom de sa Guinée. Entends le temps qui file vers notre liberté. Écoute le candide chanter. Écoute le candide chanter. Écoute le candide chanter. Écoute le candide chanter. Oh, oh, oh. Jian Asadi. Jian Asadi. Jian Asadi. Jian Asadi. Merci beaucoup. Tout à l'heure, en arrivant, je me suis dit que j'avais déjà chanté ici. Et j'arrivais plus à me souvenir, parce que c'est il y a longtemps, c'était en 2018. C'est-à-dire, avant le Covid. Ça fait des vies, ça, non? Et en fait, j'ai chanté ici avec Thomas Joly, un spectacle hommage à Barbara. Et Thomas, c'est quelqu'un avec qui j'ai la chance de travailler parfois. Et d'après lui, entre autres choses, je suis une chanteuse à hommage. C'est mon boulot. La prochaine, justement, c'est pour Myriam Makeba. De pays en pays, elle file
magicienne sans potion, exhume guerrière, le nom des compagnons que la prison muselle. Sakumbel, assis, patapa, sakukumba, sakumbel. Ah ah, quand les épaules de Myriam dansent, un air de sol caresse l'âme. Quand les épaules de Myriam dansent, les cœurs balancent. David en combat, de scène en scène, elle prête sa voix, idole les reines. Et quand dans le vent plane la mémoire des révoltes, son cœur caracole comme l'enfant de Sophiatane. Quand les épaules de Myriam dansent, sakumbel, assis, patapa, un air de sol caresse l'âme. Les épaules de Myriam dansent, les cœurs balance. Tia tia kakarumba kakarumba wani umaranjite. Tia tia kakarumba kakarumba wani umaranjite. Tia tia kakarumba kakarumba wani umaranjite. Tia tia Merci beaucoup. Alors c'est encore une protest songs, si on peut dire, celle qui vient. Elle s'appelle Orlando et je l'ai écrite. Je pense que vous allez comprendre. Je vous raconte pendant, plus tard. Allez. Je me débrouille. Ce matin loin de tout, c'est si moite et si chaud, même à l'aube, même à l'aube. Les crapauds ont chanté dans la ouate des bayous, les crapauds et les chiens. Et partout, même à l'aube, il n'y a que qu'on entendait, loin de tout, loin de tout. Dans la ouate des bayous, les crapauds et les chiens, même à l'aube, étaient fous. Orlando,
we began. Sur les lacs qui dorment, quelque chose dans la brume s'imprime et prend forme. Des bacs montent des hymnes que le vent chauffe, redonne, et l'eau fume, et l'eau fume. Et la pluie soudain mime les assauts électriques de fantômes fanatiques. Dans la brume électrique, les fantômes s'impriment et s'allument, prophétiques. Oh, pour un été, ton ciel pleure trop. Let me be gay, let me be gay, let me be gay, let me be gay. Et pourtant monte encore de la terre une sève, médecine, médecine. Que le vent sale sème à travers les cyprès pour qu'on rêve, pour que rêvent les orchidées, les pans et les alligators magnanimes, magnanimes. Sous les cyprès, la terre des Indiens, des rivières est un hymne qui dit qu'on s'aime. Oh, Orlando. Oh, Orlando. Pour un été, ton ciel pleure trop. Let me be gay, let me be gay, let me be gay, let me be Cette chanson, elle se termine par un gospel qui dit, c'est de Holy Near. Je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Elle a dit oui, donc soyez rassurés. Si vous avez envie de chanter avec nous, parce qu'Antoine va chanter, t'as ton micro ? Ouais. Les paroles sont très simples, je vous les donne. C'est en anglais, mais là, c'est Rymania, je pense que vous avez le niveau. Hein. Alors ça donne: We are gentle, angry people. Ça va jusque-là? And we are singing for our lives. On va vous la chanter, et puis si vous avez envie, vous fredonnez avec nous. Ça nous fera plaisir. Est-ce que je fais une petite impro d'abord? On y va direct. Petite impro, d'accord. Comme ça, on se met dans le bain. Vous pouvez commencer à fredonner si vous avez envie. Gentle, angry people.
gentle, angry people, and we are singing, singing for our lives. We are gentle, angry people, and we are singing, singing for our lives. We are gentle, angry people, and we are singing, singing for our lives. We are gentle, angry people, and we are singing, singing for our lives. Green, chien. On fait une toute dernière chanson qui s'appelle Rivière. On a le temps, hein? Julie, je ne sais pas l'heure qu'il est. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? 54, mais je crois qu'on a le temps. Et après, tapis rouge. Wow. Je remercie beaucoup les techniciens, techniciennes d'ici. Il y a Mélissa qui nous fait le son. Merci Mélissa. Pourras-tu m'emmener jusqu'au lieu qu'on aimait, là où tout entre nous a commencé? Un Jésus cache la clé, mais tous ceux qu'on aimait savaient où la trouver pour débarquer. Emmène-moi s'il te plaît, espérer jusqu'à l'aurore. Je veux voir la rivière, me baigner, prier encore. Je veux croire dans l'eau claire, que rien ne meurt. La maison grande ouverte chanterait des souvenirs de fête. Nos silences sonneraient plein d'un air d'enfance. Emmène-moi s'il te plaît, espérer jusqu'à l'aurore. Je veux voir la rivière, me baigner, prier encore. Je veux croire dans l'eau claire, que rien ne meurt. Rien, rien. Tu sais, je n'oublie rien. Non, rien, ni l'odeur de ta peau, ni la couleur de l'eau. Rien ne meurt. Emmène-moi s'il te plaît, espérer jusqu'à l'aurore. Je veux voir la rivière quand le jour de tes heures. Emmène-moi s'il te plaît, me baigner, prier encore. Je veux croire dans l'eau claire,
Green Chien, s'il vous plaît.